Bonjour à toutes et à tous. Comment les études de genre sont-elles reçues et comprises dans l'Église catholique? Une Église dont le magistère, vous le savez, défend le caractère naturel des rapports sociaux, soutient qu'on ne peut penser valablement les questions autour de l'humanité de l'homme et notamment les questions éthiques, les questions de l'intime, sans les préceptes de la loi naturelle. Et cette Église, ce magistère s'investit dans les instances internationales pour faire en sorte que ne soit pas admis juridiquement le principe d'égalité sans distinction de sexe, d'orientation sexuelle, d'identité de genre. Voilà la situation. Une autre question. Hommes, prêtres célibataires, chasteté et continence valorisés plus que le mariage. Les catholiques ont-ils pour autant le rapport au genre le plus naturaliste qui soit? L'institution catholique peut-elle donc sortir de sa condamnation ou rejet d'un champ académique aujourd'hui, je crois, institué et reconnu, dont le projet est bien de saisir les enjeux de signification de la division entre masculin et féminin et par conséquent mieux comprendre la construction des rapports sociaux hiérarchiques. Le veut-elle, le peut-elle, dans un contexte politique et religieux du backlash qui fait usage de la nature pour définir et réimposer un ordre social, des normes familiales et sexuelles, la place de l'homme et de la femme dans la société. Un chemin de dialogue entre les études de genre et le patrimoine intellectuel chrétien est-il réellement possible? Les sciences humaines, leur pertinence, un évangile aussi qui promeut, je crois, la grâce et ne soutient pas que tout est donné, peuvent-ils être un magistère que le magistère peut entendre? Est-il permis enfin de soutenir que l'étude des textes sacrés, les sciences religieuses, la théologie, la morale chrétienne ont quelque chose à gagner à se laisser informer par les études de genre? Voici quelques questions qui, je crois du moins à le lire, sont portées par notre invité. Sa thèse sur la JOC, ses travaux, dont effectivement quelques titres sont portés dans l'invitation, le montrent en tout cas assez. Je citerai ici simplement la récente contribution d'Anthony intitulée Les thérapies chrétiennes de conversion sexuelle en France depuis 1945 à la croisée des communautés catholiques et évangéliques. Une contribution qui paraît dans un ouvrage, L'interdiction des thérapies de conversion sexuelle, lutter contre les tentatives de guérir l'homosexualité, qui paraît, je crois, aux éditions Bruylant, hein, à Bruxelles. Oui, c'est ouais. C'est le C'est ça. Dalloz belge, c'est ça. D'accord. Donc, bien évidemment, Anthony, nous vous entendrons sur cette question des thérapies qui veulent regarder les personnes LGBTQ+, comme des patients à soigner et se donnent donc pour objectif de changer l'identité de genre ou l'orientation sexuelle de ces patients. La Cour suprême, du reste, a réouvert ce 7 octobre dernier le dossier des thérapies de conversion pour les mineurs. Une pétition, vous vous en souvenez, a été lancée en mai dernier par un étudiant français, Matteo Garguillo, 21 ans, qui a recueilli, je crois, plus d'un million de signatures. Elle appelle la Commission européenne à proposer une interdiction légale contraignante des pratiques dites de conversion dans toute l'Union européenne. Notre invité et ami d'Anthony Favier, je le rappelle, est professeur agrégé d'histoire et ancienne au lycée Samuel de Champlain, je crois, à Chenevière. Je ne me trompe pas? Non, oui, non, non, maintenant Non? j'enseigne au Ah, lycée Eugène Delacroix à Maison-Alfort. Bon, ça change pas alors grand. voilà, voilà qui est rectifié. Il est docteur en histoire contemporaine de l'Université Lyon 2 et il est membre associé du laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, orientation sexuelle et thérapie religieuse de conversion. Il a été longtemps membre du CA de la FEDLES, Femmes et Hommes, Égalité, Droits et Libertés dans les Églises et la Société, une aventure unique qui se poursuit.
avec aujourd'hui Magdala, ex-comité de la JUP. Anthony Favier a été coprésident de David et Jonathan, aujourd'hui David et Jonathan Arc-en-Ciel, si je ne m'abuse. Il anime les Amis du 68 rue de Babylone, une association qui soutient les initiatives des organisations catholiques d'ouverture. Il est un collaborateur permanent de la rédaction de Témoignages chrétiens et il est membre aussi, voilà plus important, On non je dirait un blague, sénateur. du comité des sages de la CEPFE. Voilà. Alors, Oser l'Église au féminin de la CEPFE est heureuse de l'accueillir. Euh, Peut-être que nous le recevrons à nouveau pour une grande histoire religieuse du genre, une histoire que je crois Anthony appelle de ses voeux et dont on pourrait peut-être imaginer qu'elle sera écrite ou pilotée par lui. C'est vrai, les rapports hommes-femmes ainsi que les attendus autour du masculin et du féminin n'ont pas toujours été les mêmes au sein du catholicisme. Nous vous remercions, Anthony, et nous vous donnons la parole. Après, effectivement, les questions viendront, qu'elles soient courtes et précises, et puis on continuera donc cet échange. Merci, Anthony. Et Merci. additionnellement, je reprends juste la parole pour Ah, mais oui, j'ai poser la oublié. question Pardon. récurrente, le salut que nous posons à tous nos intervenants et intervenantes, le salut de l'Église, passe-t-il? Voilà, Anthony, Le tu salut as de la... l'Église passe-t-il Par les par quoi? femmes. Passe-t-il par les Il n'y a femmes? pas Ok. tout à fait entendu. Ouais, c'est la question à 1 000 euros. Alors, merci. Merci à toutes et tous de prendre du temps sur vos emplois du temps pour réfléchir à une question aussi sérieuse un soir de semaine de vacances. Je suis toujours admiratif là où je vais sur la résilience des réseaux militants catholiques qui ont des loisirs sérieux. Après tout, on vit dans une époque où il y a du divertissement partout, de la consommation partout. Et puis on rencontre toujours des gens comme vous, et je trouve ça super, qui se posent des questions, qui prennent sur leur temps, surtout face à une institution comme l'Église catholique. Parfois, on pourrait désespérer tellement elle est hiératique, elle a du elle a la difficulté à intégrer la démocratie sexuelle et les valeurs de l'égalité démocratique. Alors, je sais pas, moi, j'ai combien de temps en fait là? Parce que si on veut parler, bon, je vais parler et puis après on reprendra. Heu oui, alors, je dois présenter mes excuses si j'ai pas été très, très présent au comité, des sages de la CFPE. J'aurais sûrement dû faire plus, mais si je l'ai pas fait, croyez-moi, c'est parce que je suis engagé dans trop d'endroits et je sais jamais dire non et ça me joue des tours parce qu'en définitive, je peux pas m'engager autant que je voudrais sur beaucoup de sujets. Je dois être honnête avec vous, je suis bah, Fedless, comme elle est fusionnée avec Magdala, je suis moins présent sur ce dossier, même si j'ai suivi cette question, même si j'ai contribué aussi, là, on a sur le don d'archives, je suis encore présent, mais je suis moins présent maintenant. Je mets toutes mes énergies militantes maintenant sur les thérapies de conversion sexuelle, mais ça, je le garde un peu à la fin de mon propos. Voilà, donc c'est là où je mets mon énergie, tant sur le plan académique que sur le plan militant. En ce qui concerne c'est gentil de m'avoir présenté avec tous mes titres universitaires. Alors, je renie pas, hein, je suis docteur, agrégé en histoire, c'est vrai, j'ai été qualifié pour être maître de conférence, mais j'ai jamais postulé. J'ai un peu raccroché les crampons du milieu académique, parce que c'est un milieu assez malthusien, où il y a très peu de place, où il faut vraiment être brillantissime. Et quand je vois mes camarades, parce que je vois des gens de mon âge qui sont à l'université et qui commencent à passer leur habilitation à diriger les recherches et autres joyeusetés, je pense que c'est pas totalement pour moi. J'ai toujours voulu rechercher quelque chose qui avait un point de patine avec la société. C'est-à-dire que c'est important que les travaux intellectuels, à mon sens,
trouvent un débouché dans la société d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je concentre ça sur témoignages chrétiens ou que je m'investis contre les thérapies de conversion sexuelle. Euh, Même si c'est pas l'objet de votre sujet, je vais repartir parce que j'ai 41 ans cette année et je vais remonter quand j'étais étudiant, donc au début des années 2000-2005. Donc en 2005, j'intègre l'école normale supérieure en histoire à Lyon. Et nous, on a des séminaires, parce qu'on est jeunes étudiants, autour de l'actualité de la science sociale à cette époque-là. Et un des séminaires que je suis à Lyon, où j'avais des professeurs qui étaient assez brillants, en fait, c'était sur Judith Butler. Alors, à l'époque, elle n'était pas si connue que ça en 2005 en France. Son livre Trouble dans le genre, Gender Trouble, n'a été traduit que dans les années 2010, 2015, même 10 ans plus tard. Donc, c'était pas si connu que ça à l'époque, mais bon, nous, on nous l'enseignait comme un outil de sciences sociales. Ça faisait partie du bagage que l'on avait en sciences sociales. Alors, contrairement à ce que diront beaucoup de détracteurs, on n'était pas endoctrinés, hein. On nous montrait les possibilités données par les outils de sciences sociales, donc le genre comme une construction sociale, comme une réflexion sur comment on produit à la fois la différence et la domination dans les sociétés. Toutes ces choses qui sont assez classiques depuis les années 70 dans les sciences sociales, qui n'ont rien de révolutionnaire, qui n'ont rien euh, de si dangereuse que ça. Donc nous, en tant que jeunes étudiants, on les étudie avec mes camarades. Et il se trouve que je voyais bien toute la distance qu'il y avait avec l'Église catholique. Alors, j'étais assez engagé, hein. Moi, alors, j'ai toujours été à l'aumônerie. Je ne viens pas d'un milieu catholique conservateur, je ne dirais pas ça. Je viens plutôt d'un milieu euh, catholique français conciliaire. J'étais à l'aumônerie de l'enseignement public. J'étais en classe préparatoire, j'étais à l'aumônerie de ma classe préparatoire et j'étais à l'aumônerie de l'ENS. Tous ces lieux n'étaient pas conservateurs. J'ai jamais fréquenté le monde charismatique, j'ai jamais fréquenté les communautés nouvelles. J'ai toujours fréquenté des paroisses que je pense qui avaient une théologie libérale conciliaire de ces époques-là, mais j'en étais pas forcément conscient. Mais néanmoins, je voyais quand même tout l'écart qu'il y avait entre ce que était l'outil des sciences sociales et puis les polémiques. Alors bon, on ne veut pas refaire le match, hein, parce que c'est des choses que vous devez bien connaître, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2011, il y a eu un nouveau programme de sciences et vie de la Terre au lycée. Et puis à ce moment-là, Christine Boutin, qui était encore députée à cette époque-là, à l'UMP, l'ancêtre des Républicains, était parti en croisade contre le genre qui arrivait dans les programmes de SVT. Et c'est ce qui n'était qu'une réflexion intellectuelle, à ce moment-là, est devenu une sorte de guerre culturelle et de problèmes sociologiques. Et puis, dans la presse, on avait des documents. Jacques Arène, pour l'épiscopat français, il avait produit un document qui s'appelait La problématique du gender qui était, alors il est psychanalyste. Alors bon, les psychanalystes et le genre, vous pourriez faire une soirée entière là-dessus, tellement c'est compliqué pour eux. Mais il avait fait un texte qui était vraiment, vraiment très, 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 très dur contre les études de genre, qui appelait à s'en méfier. Enfin bon, bref. Donc c'est comme ça que j'ai commencé mes études. Donc à ce moment-là, je me disais que ça ne pouvait pas durer. Et pour être parfaitement, je le dis rarement, mais en 2010, j'ai été pendant 6 mois volontaire chez les Augustins de l'Assomption à Jérusalem, chez les Assomptionnistes. Les Assomptionnistes à Jérusalem, ils gèrent un sanctuaire, Saint-Pierre en Gallicante. Alors si vous êtes déjà allé à Jérusalem, vous savez, c'est un des sanctuaires que fréquentent les pèlerins là-bas. C'est entre la colline de Sion et la porte des Maghrébins, le mur des Lamentations, comme on dit plus, le mur oriental, si vous voulez. Alors, je ne sais pas si j'étais en Israël ou en Palestine, ne me posez pas la question. Je crois qu'on était, le couvent est en pile sur la ligne verte, donc on ne sait pas où on était. Bon, on était à Jérusalem, je ne sais pas où on était. Et un soir, parce que je regardais l'actualité par Internet de loin, donc on est en 2010, je me suis dit ça veut plus durer, et donc j'ai créé à Jérusalem le blog Penser le genre catholique. Alors,
Je sais pas, j'ai pas un esprit très religieux. Oui, je pense que je l'ai fait en regardant le Mont des Oliviers. Je me rappellerai toute ma vie. Et j'étais sur la colline de Sion et j'ai regardé le Mont des Oliviers à Jérusalem. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je suis pas, je crois pas trop à des choses trop, voilà. Mais je me suis dit, il faut essayer de trouver une troisième voie entre ceux qui condamnent les études de genre et puis ceux qui sont peut-être un peu trop dans des excès sur la dénaturalisation de la différence sexuelle, parce que bon, tout n'est pas forcément toujours de grande facture dans les études de genre. Donc à partir de 2010, j'ai blogué et ça m'a accompagné durant toutes mes années quand j'ai commencé mon doctorat à Lyon, quand je suis rentré à septembre à l'université de Lyon 2 en doctorat. Donc voilà, bon, c'était l'anecdote pour comprendre d'où ma réflexion était. Parce que contrairement à ce que mes détracteurs ont toujours voulu dire, moi, j'ai toujours été convaincu que, mais Patrice l'a très bien dit, j'ai toujours pensé que l'Église catholique n'avait pas une conception si naturaliste que ça des rôles sexués, ne serait-ce que parce qu'elle valorise beaucoup le célibat, que ça soit dans la vie religieuse ou que ça soit dans le sacerdoce. Et que c'est compliqué de faire l'Église catholique une puissance sociologique qui défend en tout lieu la naturalisation des rôles sexués. Elle valorise des célibataires, des gens qui sont pas mariés, qui n'ont pas d'enfants. On appelle mon père des gens qui n'ont pas d'enfants biologiques. Quand on fréquente l'Église catholique, on se rend compte que tous les rôles sociaux ne sont pas forcément... les prêtres passent rarement pour des gros machos à mobilette et à blouson noir, même si je sais qu'aujourd'hui, il y en a certains qui essayent de se reviriliser, tout ça. Enfin, bref, donc moi, je me disais bien, il y a bien dans la tradition catholique quelque chose qui nous permette de dessiner quelque chose. Voilà, donc c'est comme ça qu'à partir de 2010, j'ai commencé ma thèse sur les jeunesses ouvrières chrétiennes et comment l'action catholique spécialisée dans les années 60, pour le faire simple, avait appréhendé avec toute sa culture catholique les questions telles que la mixité, Vatican II, sur les réformes des ministères, toutes choses que je pense que vous prolongez dans vos réseaux. Alors, à cette époque-là, ce qui marquait beaucoup, en fait, si vous voulez, si je refais de l'historiographie, comme on dit, dans les années 70, les grands systèmes de pensée, le structuralisme, le marxisme, si j'emploie des trucs très intellectuels, mais bon, en fait, vu les noms là, vous êtes tous assez qualifiés, je pense que vous avez tous fait des études assez poussées, je pense. À l'époque, les grands systèmes théoriques qui étaient utilisés dans les années 70 avaient vite rabattu la religion du côté de la misogynie et avait vite vu dans les puissances religieuses quelque chose des puissances d'aliénation des femmes. Et quitte à ce que ça soit très caricatural, et penser qu'avec la sécularisation, donc la désemprise de la religion de la société, peu à peu, les femmes se libéreraient. Alors, c'était quelque chose qui était convergent dans les années 70, parce que entre le nationalisme arabe qui était modernisateur, entre l'Église catholique qui d'elle-même sécularisait ses pratiques, les femmes abandonnaient les costumes les plus engonçants, les discours les plus durs sur la pudeur et tout ça, ça pouvait faire sens. Et dans les années 90, parce que comme il y avait eu des mouvements conservateurs, il y avait une première génération de chercheurs qui avait dit que c'était pas si simple et que la religion, elle était de manière beaucoup plus compliquée, à la fois peut-être aliénante, parfois émancipatrice, qu'on ne pouvait pas tout amalgamer aussi rapidement. Et il y a un homme dans les années 90, mais il est décédé, mais je pense qu'il aurait été fabuleux qu'il vous rencontrât. C'est Claude Langlois, l'historien, où il y a vraiment plein de gens qui devront un jour lui dire tout ce qu'il a apporté. Il avait fait sa thèse d'État, bon,
À l'époque, pour être professeur à l'université, après sa thèse de doctorat, il fallait encore faire un travail d'érudition qu'on appelait une thèse d'État. Donc, c'était un travail énorme sur les religieuses au 19e siècle. Parce que, je sais pas si vous avez lu, le livre s'appelle Le catholicisme au féminin. C'est un gros volume. Et dans ce livre, il part d'un constat. Après la Révolution et la Restauration, en France, il y a, je crois, hein, je parle de tête, je crois qu'il y a que 35 000 religieuses en France. Au moment de la séparation de l'Église et de l'État, au début du XXe siècle, il y en a 130 000. Il y a eu un boom bien plus gros que le cru démographique de la société française. Et il se demande pourquoi tant de femmes au 19e siècle veulent devenir bonnes sœurs, comme on disait. Et alors, il en fait une analyse assez fine, un peu dans le goût de l'époque. Et un de ses arguments, c'est que, en effet, ces femmes peuvent défendre tout ce que disait l'Église du 19e siècle, qui était un peu une citadelle assiégée contre la Révolution française, contre les valeurs libérales, qui défendait le syllabus de Pie IX, donc le pape qui condamne les erreurs du monde. Donc c'est des femmes qui défendent activement ce discours idéologique-là, mais qui, en devenant religieuses, deviennent des femmes qui ont des responsabilités. Et il rappelait combien, parmi ces congrégations du 19e siècle, avaient fait émerger des femmes qui, à leur façon, sont vraiment des leaders qui ont fait des choses que aucune autre femme laïque ne pouvait faire. Et moi, je viens de Lyon, je viens de Joigny, dans Lyon, en Bourgogne, dans le nord de la Bourgogne, qui est la patrie de Sainte-Madeleine-Sophie Barra. Je ne sais pas si vous savez qui c'est, mais Sainte-Madeleine-Sophie Barra a créé les Dames du Sacré-Cœur, les Sœurs du Sacré-Cœur, qui est une congrégation d'influence jésuite qui est assez extraordinaire, qui en fait va créer les lycées de jeunes filles catholiques du 19e siècle. Et le premier lycée catholique aux États-Unis, il a été créé par une amie de Sainte-Madeleine-Sophie Barra, Philippine Duchesne, Sainte Philippine Duchesne. C'est des femmes qui avaient une carrure assez internationale à une époque où les femmes ne quittaient jamais trop leur mari, leur foyer et l'endroit où elles vivaient. Elles partaient seules sur des bateaux pour aller aux États-Unis, ça leur faisait pas peur. Elles géraient des sommes d'argent assez fantastiques pour leur époque. Bref, elles étaient dans l'autonomie féminine. Donc il disait que le 19e siècle, on ne doit pas le voir forcément comme quelque chose qui a mis les femmes sous cloche, mais que la féminisation de la foi, c'est aussi, même si on l'a caricaturé sur une foi un peu sulpicienne, une foi un peu où les dévotions sont très féminines, où le dieu janséniste très dur laisse place à un dieu qui est beaucoup plus aimant, une spiritualité beaucoup plus dans la Vierge Marie, beaucoup plus dans le Christ qui aime tout le monde dans un côté, dans une tendresse spirituelle. Même si tout ça est juste, il a fait émerger des femmes. Et donc, du coup, nous, on était une jeune génération. Bon, alors, je saute, hein, parce que voilà, ce que je veux dire, c'est que dans les années 2010, nous, on était plein de jeunes chercheurs, mais je pense aussi que vous devriez inviter Caroline Muller, qui est maintenant maîtresse de conférence à Rennes, qui avait travaillé sur la direction de conscience au 19e siècle, ou Jocelyn Tricou, parce qu'on est à peu près de la même génération, qui a fait sa thèse de sociologie sur les prêtres. Nous, on voulait réinterroger à nouveau frais ces liens entre religion, femmes et hommes. Alors, bon, je ne vais pas vous refaire. Peut-être, je parle trop? Non, ça va? C'est pas trop Non, abstrait? non. Non, ça va. Et donc, dans ces années 2010, la question qu'on se posait beaucoup, c'était, bon, est-ce que c'est si juste que ça, déjà, de dire qu'au 19e siècle, la foi catholique s'est féminisée? Parce que c'est vrai que les hommes, avec les révolutions libérales et la naissance des États démocratiques, sont souvent devenus des citoyens et des libres penseurs, et se sont, du moins en France, et je simplifie beaucoup, et se sont écartés de la religion. Et la religion, au 19e siècle, devient souvent une affaire de femmes et d'enfants. C'est souvent ce qu'on dit. Et c'est vrai, bon, ça peut se prouver dans la pratique religieuse. Les femmes sont beaucoup plus pratiquantes que les hommes à partir du 19e siècle. Les garçons, après leur communion solennelle, abandonnent la religion, et sauf exception, sauf ceux qui deviennent prêtres ou sauf ceux qui sont pratiquants,
souvent, ils s'écartent de la religion qui est vue comme une affaire de femmes, de bonnes femmes même, entre guillemets. Et donc, du coup, cette idée d'un 19e siècle féminisé dans la foi, nous, on l'interrogeait. Déjà, c'est un peu faux parce qu'en fait, il y a toujours des hommes qui sont restés catholiques, même au 19e siècle. Mais je sais pas, je vais en citer Frédéric Ozanam, les hommes qui sont dans les conférences Saint-Vincent de Paul, Albert Demain, je sais pas, je peux en prendre plein d'autres, Hervé Bazire, Armand de Melun, euh, mais même Alphonse de Lamartine, en fait, je sais pas, il y a plein de figures du 19e siècle qui sont des hommes catholiques, et les hommes, ils sont dans les fabriques, ils sont dans les pèlerinages, ils sont dans les associations de patrons catholiques, ils créent les chroniques sociales, les semaines sociales à Lyon, en fait. Bref, en fait, c'est pas si simple de dire que c'est une histoire, la religion, c'est une histoire de femmes qui exclut les hommes. En fait, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus emmêlé et qu'il faut pas céder à ce schéma simpliste. Et la deuxième chose, c'est qu'on a approfondi le sillon qu'avait ouvert Claude Langlois de bien des manières sur en fait les liens entre genre et religion. Quand on y réfléchit, ils sont infiniment complexes, multiples, contradictoires, ambivalents, et il faut en permanence étudier dans le détail. Et je ne sais pas si vous devriez l'inviter. Enfin, je vous lance plein de noms ce soir, mais je pense qu'il y a plein de gens qui auraient tellement à vous apporter. Magali de la Souda, qui est une historienne qui a travaillé. Je vais partir de ses travaux pour vous faire avancer. Donc Magali, comme le prénom, Della Souda, donc deux morceaux, Della Souda, et je crois qu'il y a deux L, deux D. Elle a travaillé sur la Ligue des femmes françaises au début du XXe siècle et dans l'entre-deux-guerres, et son équivalent en Italie. Ah bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais à l'époque, les partis politiques n'existent pas vraiment comme on les connaît aujourd'hui. Et il y a beaucoup de ligues. Alors, ce soit des ligues d'extrême. Alors, c'est vrai que nous, quand on dit ligue aujourd'hui, on pense aux ligues d'extrême droite parce qu'on pense à 1934, on pense au Front populaire qui est né contre les ligues d'extrême droite. Mais il y avait des ligues de gauche, hein, la Ligue de l'éducation, la Ligue de l'enseignement, la Ligue des droits de l'homme. Il y avait aussi des ligues qui n'étaient pas toutes d'affreuses, xénophobes, antisémites et tout ça. Et il y a plein de ligues de femmes. Voilà, donc elle s'est dit, je vais étudier les ligues de femmes dans cette belle époque entre deux guerres. Et ces ligues de femmes étaient souvent des ligues catholiques, en France et en Italie, évidemment, étant donné la sociologie religieuse de nos deux pays. Et donc, elle s'aperçoit souvent que la Ligue des femmes françaises, donc la LFF, est très bourgeoise, voire aristocratique dans son extraction. Elle recrute souvent ben, les femmes qui sont allées dans les lycées des Sœurs du Sacré-Cœur, ou chez les Ursulines, donc dans les lycées de filles catholiques. Donc, c'est des femmes qui n'ont pas forcément accès aux études supérieures, parce qu'à l'époque, aller à l'université, c'est très compliqué, voire impossible. Quand on est dans un milieu bourgeois, catholique, conservateur, on ne valorise pas forcément les études féminines, mais c'est quand même des femmes qui ont une grande capacité, pareil, qu'elles ont fait des études, elles sont cultivées, elles ont des savoirs, elles ont un réseau social, elles ont une surface sociale. Donc, la Ligue, pour elles, c'est un débouché assez naturel pour ce qu'elles sont, ce qu'elles font. Mais ces femmes-là, elles ne se reconnaissent pas du tout dans le modèle que propose la Troisième République aux femmes de l'époque, qui est depuis qu'on a créé les écoles normales, donc pour devenir institutrice, puis l'école normale supérieure pour être professeur des écoles normales, puis plus tard professeur des universités au féminin, mais bon, il faudra beaucoup de temps pour que les femmes conquièrent le supérieur. Elles, elles se reconnaissent pas dans le modèle de la femme républicaine. Elles vont pas. D'ailleurs, les parents n'envoient pas catholiques bourgeois n'envoient pas leurs enfants forcément dans les lycées publics qui n'ont pas toujours bonne réputation à leurs yeux, hein. J'ai rien, c'est pas un jugement de valeur. Et donc elles vivent dans un monde alternatif à la féminité républicaine. Donc elles vont développer, et la Ligue est un de ces lieux-là, une sorte de vision alternative de la féminité. Donc, par exemple, la Ligue des femmes françaises, et c'est dur à comprendre pour nous, est contre que les femmes
accèdent au suffrage universel pendant longtemps. Elles ne veulent pas forcément qu'elles votent et qu'elles fassent de la politique. Mais petit à petit, elles évoluent parce que le pape, au début du XXe siècle, dit qu'il n'y a pas, on peut pas besoin de s'opposer à ce que les femmes votent dans les démocraties. Donc, du coup, petit à petit, elles vont se convertir au vote des droits de vote des femmes qu'elles vont accompagner, mais elles vont avoir beaucoup de réticence à ce que les femmes rentrent en politique. Néanmoins, petit à petit, elles vont essayer de créer une sorte d'entre-deux. Donc, elles veulent pas être des femmes catholiques engagées, mais elles veulent euh, des femmes qui fassent des foyers chrétiens, qui élèvent leurs enfants de façon à ce que les garçons deviennent des démocrates chrétiens. Donc, elles sont très proches, par exemple, de l'Alliance libérale populaire de Jacques Piou, qui est un des ancêtres la démocratie chrétienne, je ne sais pas comment le dire autrement, c'est-à-dire les catholiques qui rallient la République, qui ne sont pas des catholiques de gauche du tout, qui ne sont pas des catholiques royalistes, qui ne sont pas du tout des catholiques d'extrême droite, mais qui sont des catholiques conservateurs. Voilà, et donc toute la réflexion de Magali Della Souda, donc je vous ai fait sa thèse en très court, c'est comment des femmes en viennent à faire des choix conservateurs au nom de valeurs religieuses. Et ben, c'est toute sa réflexion. Et elle dit, bah, si on raconte leur vie, et puis que si on réfléchit à comment elles ont été socialisées, le monde dans lequel elles évoluaient, si on rapporte aussi quelles étaient leurs classes sociales, bah, on comprend pourquoi ces femmes font ces choix-là. Et quand on regarde bien, s'il n'y avait pas eu les ligues de femmes françaises, donc ces femmes catholiques que toute l'histoire présente comme des conservatrices, bah, en fait, on loupe une étape parce que c'est dans ces familles-là que vont naître une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui, plus tard, vont participer à la démocratisation et l'égalisation de la société française. Donc, du coup, elles sont un maillon qui a permis, d'une certaine manière, à ce que la société française change. Donc, ce que nous, on perçoit comme un engagement religieux et conservateur, bah, c'était quand même un engagement, certes religieux, mais qui, à son époque, a pris des risques, plusieurs risques. Le risque de se rallier à la République, qui était détesté par les familles les plus conservatrices catholiques, le risque d'élever des enfants dans la démocratie libérale. Et elles ont essayé de trouver un entre-deux. Voilà ce que je veux dire. Donc, si vous voulez, on s'aperçoit que quand on étudie genre et religion, et dans la société, eh ben, la religion offre de multiples ressources, si vous voulez, pour que les gens s'en emparent et font des choix. Alors, ce qui nous saute toujours aux yeux, c'est les choix les plus conservateurs et les plus réactionnaires. Donc, on utilise la religion comme un discours de réaction pour garder une structure sociale fixe qui assigne des genres, des places, des rôles aux uns et aux autres, aux hommes ceci, aux femmes cela, et tout un discours sur la sexualité que j'ai pas mis dans mon propos jusqu'à présent. Mais si on regarde bien en détail, bah, c'est beaucoup plus compliqué en réalité. Et on s'aperçoit qu'il y a des gens qui peuvent utiliser les ressources religieuses pour se créer un petit espace pour faire avancer la société, pour la faire changer et la faire évoluer. Donc, plus qu'autre que de rabattre la religion du côté du conservatisme, il faut toujours regarder la religion aussi comme une possibilité donnée pour une capacité d'action aux femmes, pour aussi qu'elles puissent trouver leur place dans la société et puis faire évoluer les rôles sociaux attendus. Euh, bah, là, la communion anglicane vient de nommer à sa tête une femme, là, la nouvelle archevêque de Canterbury est une femme. En fait, c'est assez intéressant quand on regarde ça d'extérieur, parce que je fais un saut dans le temps contemporain, mais parce que, parce que vous voyez ce que je veux dire. C'est un décorum très classique, c'est très high church à l'anglaise. Même, je pense que dans nos sensibilités catholiques libérales à la française, on trouve que l'Église anglicane, parfois, ça sent un peu la naphtaline, mais en réalité, c'est pas du tout le cas. On voit quand même ce mélange à la fois d'un grand hiératisme des formes et d'une femme qui a fait évoluer les rôles sociaux à sa façon. Voilà, donc du coup, si vous voulez, c'est ce qu'on voulait montrer sur notre génération de chercheurs, c'est qu'on ne peut pas, à la réponse, la religion
société, est-ce que la religion est toujours une force conservatrice? Ben, c'est pas toujours le cas et ça dépend des configurations, des lieux, des moments et tout ça. Voilà. Il est quelle heure? 25. J'ai trop parlé. Je suis désolé. J'ai encore un peu de temps ou pas? Oui, oui, semble. Oui. Donc du coup, j'aurais beaucoup de choses à vous dire. Alors moi, je voulais faire la même chose avec les ouvrières catholiques, mais là, bon, je suis parti sur les bourgeoises, donc bon, je vais pas y revenir, mais voilà. Avant qu'on, parce qu'il est 26, bon, pour qu'on puisse parler. Alors les thérapies de conversion. Alors que vous dire là-dessus? Là, j'ai parlé des rapports de genre, donc des rapports hommes-femmes, d'accord. Bon, alors, si on rajoute une couche de problématiques sur euh, la sexualité, on pourrait repartir pour une, une soirée entière. Euh, Comment je vais vous dire ça simplement? Oui, alors, les religions sont à la fois des discours souvent mobilisés pour conserver les rapports de genre traditionnels, ça, y a pas de souci, mais elles sont souvent mobilisées pour s'opposer à la démocratie sexuelle. C'est-à-dire, la démocratie sexuelle, c'est un concept d'Éric Fassin qu'on emploie souvent en sciences sociales pour dire avec l'émancipation des citoyens et l'élargissement de leurs capacités d'action, souvent, les questions qui étaient mises de l'ordre de l'intime, de la famille, du foyer, sont intégrées dans l'espace démocratique. Pendant longtemps, ben, on ne touche pas au mariage on ne crée pas le divorce parce que le mariage, c'est une institution naturelle. Et puis, il y a un moment où ça craque et le divorce, par le choix démocratique, devient autorisé. Alors chez nous, en France, c'est 1894, mais en Italie, pensez bien que c'est 1975. Hein. Donc pendant longtemps, il y avait pas, c'était tellement fort la prégnance du modèle catholique, la matrice catholique, que ça ne se questionnait pas. Et alors, la diversité sexuelle, donc la capacité à donner aux citoyens majeurs le choix de leur vie sexuelle et un choix à l'intimité pour leurs pratiques sexuelles, c'est quelque chose qui surgit pour l'Église catholique dans les années 70 et qui est terriblement déstabilisateur. Alors, bon, je pense pas que ça soit en premier lieu, c'est pas l'homosexualité qui a déstabilisé l'Église catholique, c'est vraiment ce qu'on disait, ce qu'on appelait autrefois la cohabitation juvénile, c'est-à-dire la capacité à penser que les adolescents soient autonomes sur le plan affectif et sexuel. C'est-à-dire que la carrière affective et sexuelle de quelqu'un ne commence pas au mariage. Alors, bon, ça nous paraît évident, mais avant les années 60, c'était loin d'être évident. Hein. Donc voilà, donc l'idée que les adolescents aient des petits copains, des petites copines, qui soient autonomes sexuellement, avant la pilule, avant tout ça, c'est loin d'être une évidence. Et donc quand on a ouvert toute cette porte-là, et puis quand ça a ouvert celle qu'il arrive que dans la société, et on le découvre après, à partir du rapport Kinsey des années 40 aux États-Unis, qu'un nombre non négligeable des gens avec qui on vit ont des rapports avec les personnes de leur sexe, de leur propre sexe. Ça, c'est vraiment une explosion pour la doctrine catholique traditionnelle. Et si vous voulez, si je reprends le cas précis de l'homosexualité, pendant longtemps, l'homosexualité n'était pas tant signifiée comme une norme transgressive pour l'Église catholique, parce qu'en réalité, l'homosexualité était au milieu d'un triangle. Alors, je ne sais pas si c'est un triangle des Bermudes, c'est peut-être un triangle rose, tout simplement, dont les trois pointes étaient la loi, la nature et la morale religieuse. Et alors, l'Église tenait un des bouts du triangle, si vous voulez, la morale religieuse, avec sa théorie du mariage comme le seul lieu licite de la sexualité, mais la médecine condamnait les homosexuels et la nature les condamnait, enfin le discours de nature les condamnait. Donc si vous voulez, les homosexuels, ils n'avaient pas besoin de l'Église pour forcément être dominés. Mais ce qui se produit depuis les années 60-70, c'est que l'Église, qui n'avait pas tant que ça que de resignifier sa norme, se trouve un peu déstabilisée parce elle a perdu deux alliés. Elle a perdu la médecine. Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire de la dépathologisation de l'homosexualité, c'est très compliqué, mais disons que c'est un processus qui commence dans les années 60 aux États-Unis, qui arrive 73, 74, 75, l'American Psychiatric Association
aux États-Unis dit que l'homosexualité n'est plus une maladie, illness, mais juste un désordre, disorder. Bon, alors dire que l'homosexualité est un désordre nous choque, nous, aujourd'hui, mais en 73, dire que c'était un désordre et pas une maladie, c'était déjà une révolution, si vous voulez. Donc l'Église est vite déstabilisée par ça. Et puis au cours des années 70-80, on dépénalise l'homosexualité. Alors, c'est compliqué pour la France parce qu'on dit dépénalisation, mais depuis le Code civil, vous savez, en France, il n'y a pas vraiment de pénalisation de l'homosexualité, il y a juste un motif aggravant d'attentat à la pudeur et de corruption de mineurs si des gens entre 21 ans et moins de 21 ans ont eu des rapports homosexuels. Mais pour simplifier, je vais dire que Badinter a été mis au Panthéon, entre autres parce qu'il a dépénalisé l'homosexualité. Donc ça, c'est 83 en fait, en France, par exemple, si je donne un repère chronologique. Donc du coup, dépathologisation, dépénalisation dans les années 70-80, l'Église se trouve bien en peine parce qu'il n'y a plus qu'elle qui condamne l'homosexualité. Donc du coup, euh, ce qu'elle fait, alors là, c'est tous mes travaux actuellement, c'est de comprendre comment elle a resignifié sa norme alors qu'elle perdait deux alliés. Parce que si vous voulez, pendant longtemps, il y avait l'alliance, on parle souvent de l'alliance du sabre et du goupillon, mais en ce qui concerne les homosexuels, il y a eu longtemps l'alliance du stéthoscope et du goupillon, si vous voulez, du médecin et du prêtre pour condamner les homosexuels. Et à partir des années 70, l'Église a développé beaucoup de stratégies pour continuer de condamner les homosexuels. Donc il y a un texte qui s'appelle Persona Humana, par exemple, en 1975, qui dit que même si la science fait des avancées, l'Église est en droit de dire ce qu'elle peut condamner et que sa conception est supérieure à celle des sciences. Donc elle commence à dire, si vous voulez, que bah, on s'en fiche quand bien même l'homosexualité va être dépathologisée, nous on continuera de la condamner. Et il y a plein d'appels qui sont faits. Alors je ne vais pas rentrer dans les textes du magistère, hein, je peux répondre à votre question, donner toutes mes références, j'ai la conscience tranquille. Il y a plein de textes du magistère qui disent il faut mettre en place des sociologues, des médecins, des psychologues qui continuent de condamner les homosexuels ou de les soigner, ou en tout cas de... Voilà. Donc du coup, moi, je m'acharne à faire, alors c'est bien d'avoir... Je vous déconseille de l'acheter, il coûte 75 euros, il est très cher et c'est un livre de droit, mais c'est vrai ce que je m'attache à faire aujourd'hui, c'est de montrer un peu toutes les pratiques qui ont été mobilisées par des acteurs catholiques pour corriger les homosexuels. Et il y a eu, et c'est là où c'est intéressant sociologiquement, des tas de choses qui ont été inventées par des psychologues catholiques, par des thérapeutes catholiques, par des psychopraticiens catholiques, par des prêtres. Tony Anatrella, dont vous avez entendu parler, après tout, ce n'est qu'un thérapeute, quelqu'un qui corrigeait les homosexuels à sa façon, tout en étant un prédateur sexuel, mais c'en est un, en fait, si vous voulez, qui ont été mobilisés pour corriger les jeunes homosexuels catholiques ou les séminaristes et religieux qui l'étaient. Voilà, j'ai trop parlé. Non, je m'arrête. Vous voulez que je continue? Oui, Patrice, dites-moi, c'est qui le gardien du temps? Voulez-vous Alors, Patrice. je peux finir sur poser quelques aujourd'hui questions pour parce que vous m'avez Anthony? demandé Oui. aujourd'hui. Bon, allez, non, mais on va parler parce que sinon je vais parler toute la soirée. J'ai déjà trop parlé. Bon, s'il y a des questions, c'est le moment alors. Sinon, je continue, hein. Oui, Ah, Georges. oui. Ben, un début de la soirée, c'est beaucoup de parler du genre. Bon, j'ai bien aimé que tu as nuancé que tout n'est pas ultra conservateur à l'intérieur de l'Église, mais que les choses sont plus complexes. Mais si je prends le genre, le pape François fustige le genre, ça continue, etc. L'Église n'a jamais digéré cette histoire de genre. Est-ce que tu pourrais un peu développer ça, Oui, oui, oui. Anthony? Oui, parce que je suis d'un tempérament optimiste. Je sais pas, hier, je sais pas avec qui j'étais au téléphone, c'était pareil, j'avais un peu la même conservation. Ah bah c'est Patrice. J'avais la même conversation. Alors, en fait, dans les années 2000, on était vraiment, on condamnait. Alors, le document de Jacques Arène de 2005, c'était la problématique du gender. On a eu l'idéologie du genre. On a eu le nonce apostolique à l'ONU qui s'opposait au genre.
Dans les années 2010, c'était vraiment frontal. Alors aujourd'hui, comme on dit dans ma campagne, ils sont francs comme un âne qui recule, c'est-à-dire ils utilisent plus du tout la condamnation frontale. En fait, les acteurs catholiques ont beaucoup fait évoluer leur condamnation. Donc maintenant, on peut lire des textes sur le site de la Conférence des évêques de France où on peut reconnaître dans certains moments l'emploi utile du concept de genre. Donc ils ont fait des concessions stratégiques. Mais je suis d'accord avec toi, Georges, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont avalé. Et le pape François, je sais qu'il dans nos milieux plutôt ouverts à la côte, le pape François avait dénoncé le genre comme une colonisation idéologique des pays du Nord sur les pays du Sud, hein, n'oubliez pas. Donc voilà. Et vous n'allez pas trouver des textes du Vatican qui disent que Judith Butler est une philosophe de référence pour l'éducation catholique. Donc, non, non, évidemment. Et même le pape Léon, à sa manière, voilà. Alors, ce que j'ai envie de dire sur ce sujet-là, c'est que je pense que, alors, si on regarde l'Église catholique du côté du magistère et de Rome, c'est-à-dire de son expression la plus élevée hiérarchiquement, la plus bureaucratique, la plus magistérielle, fait face, un peu comme la communion anglicane, à des gros problèmes d'unité. Et dans leur souci d'avoir un ministère d'unité, ne veulent surtout pas échauder les pôles plus conservateurs, que ce soit le traditionnalisme occidental ou que ce soit les pays du Sud, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, qui sont les plus conservateurs. Donc ils essaient de faire une sorte de soupe catholique assez classique, c'est-à-dire on peut faire des gestes pastoraux mais on ne change pas la doctrine. Sur toutes les questions que j'ai évoquées, hein, que ça soit l'émancipation sexuelle ou même l'égalité sur tous les plans des hommes et des femmes, y compris les ministères, si je simplifie le débat, l'Église n'a pas fait évoluer sa doctrine d'un iota, mais elle fait des aménagements rhétoriques, elle fait des aménagements pastoraux, elle fait des aménagements de discours, elle fait des gestes symboliques, etc., etc. Donc oui, il n'y a pas une promotion des études de genre dans l'Église catholique aujourd'hui, mais n'empêche que euh, dans les années, je sais plus, c'était en 2013, 2015, il y a quand même la Catho de Lille et la Catho de Lyon qui avaient organisé avec Confrontation, là, l'association dont Hervé Legrand a été président un temps. Ils avaient organisé des journées assez ambitieuses dans des institutions catholiques sur le genre. Donc on voit bien qu'il y a des sortes d'accommodements, d'aménagements. Puis souvent, on- quand on discute avec des ecclésiastiques, ils disent qu'ils sont d'accord avec nous ou avec moi. Enfin, moi, j'ai pas tant de ça que de mauvais rapports que ça avec des ecclésiastiques. Souvent, j'arrive à trouver des points d'accord avec eux, mais ils me disent qu'ils peuvent pas le dire ouvertement, qu'il est trop tôt pour le dire, ou que voilà. Donc, je suis d'accord. Il n'y a pas une promotion des études de genre. Mais moi, c'est pas tant ça qui me choque le plus. Ce qui me choque le plus, à la limite, c'est que j'aurais jamais cru, si je réfléchis là sur cette quinzaine d'années depuis que je réfléchis à ça et que je soumets à votre sagacité, moi ce qui me surprend le plus, à vrai dire, c'est plutôt que j'ai l'impression que les enjeux de diversité sexuelle sont en train de dépasser les enjeux d'égalité homme-femme. Ce que je disais à Patrice au téléphone. Parce que quand même, le pape Léon XIV, il condamne, il dit sur les femmes, rien n'évoluera. C'est pour ça que vous avez fait votre communiqué de presse. En gros, l'histoire des femmes diacres, on met Mhm. ça à la porte, on ferme la porte, pas question, la doctrine n'évoluera pas sur les ministères. Et en même temps, pour le jubilé de l'année sainte 2025, il accueille un pèlerinage LGBT organisé par le jésuite James Martin à Rome et il le reçoit en audience officielle, ce qui a été vécu comme une légitimation de tous les gestes qu'avait fait François à l'égard des homosexuels. Donc j'ai l'impression que par un curieux dessein de la Providence, les homosexuels sont en train de dépasser
les femmes dans les causes de l'Église catholique. Ce qui, je trouve, très, très intéressant à plus d'un titre. Parce que, à vrai dire, sur la question bah, qui vous intéresse peut-être plus, vous, l'accès des femmes à les ministères, la pleine égalité baptismale qui donnerait accès à toutes les fonctions, tous les ministères dans l'Église, c'est des choses qu'on entend depuis les années Vatican II, j'ai envie de dire, les années 60-70. Enfin, je ne vais pas refaire l'histoire, vous la connaissez mieux que moi, mais si on reprend les grands synodes des années 70, si on pense à Fédélès, Femmes et Hommes dans l'Église qui est créée en 1969 en France, on est clairement dans les années 60-70 où il y a des femmes catholiques qui disent au nom de Vatican II et de la logique de défense des droits humains, si l'Église est la gardienne des droits de l'homme, elle doit l'être dans sa propre maison et permettre aux femmes et aux hommes d'accéder à toutes les fonctions. Donc ce thème-là, qui désormais a 60 ans, 70 ans, ne trouve pas de débouché, où se retrouve toujours la même question. En fait, les évêques et les prêtres font toujours la même technique qui est la porte des dredons, quoi. En fait, ils se taisent en fermant la porte, ou ils ferment la porte en se taisant. Et, euh, et la question beaucoup plus subversive en apparence de l'homosexualité, qui pour le coup n'avait aucune expression sous Jean-Paul II, n'avait quasi aucune expression sous Benoît XVI jusqu'à le pape François, se retrouve beaucoup plus légitimée. Vous envisagez quand même actuellement que les couples homosexuels, de manière individuelle, peuvent être bénis dans une église par un prêtre s'ils sont d'accord. Bon, alors, faut pas que ça soit public, faut pas que ça soit nani nana. Alors que les femmes, elles peuvent pas toujours accéder à des ministères ordonnés. Moi, j'aurais jamais cru qu'il y ait une sorte de dépassement de l'un par l'autre. Alors, ce qui m'amène à réfléchir, parce que j'en parlais avec Jocelyn Tricou, du coup, vous avez jamais reçu Jocelyn Tricou dans vos petites soirées? Je pense que ce serait le sociologue des prêtres. En fait, sur les questions de genre et sexualité, il y a quand même un gros enjeu autour du sacerdoce masculin et de l'homosexualité dans le catholicisme. C'est-à-dire que si j'étais très provocateur, la principale thérapie de conversion sexuelle en régime catholique, c'est de devenir prêtre. Hein. C'est-à-dire que c'est la principale façon pour un homosexuel issu d'une famille catholique de ne pas s'assumer en tant que tel, c'est de devenir prêtre ou religieux. Bon, c'est une provocation et j'espère que personne n'a été choqué par ce que je dis, mais sincèrement, c'est ça. Donc du coup, il y a dans le clergé un nombre non négligeable de personnes qui sont en situation d'homophilie, homosensibilité, homosexualité, et que l'Église catholique, si elle veut pas perdre sa matière première et sa main-d'œuvre cléricale si importante, elle préfère lâcher du lest à James Martin, à son jubilé LGBT, pour garder en son sein des homosexuels qu'elle peut contrôler, plutôt que d'ouvrir la porte aux femmes. Et c'est là où c'est un peu pervers, hein, parce qu'on a vraiment, on arrive à une tension qui est assez compliquée dans l'Église catholique, je trouve, et qui est assez malsaine, c'est que, en fait, on se retrouve à une situation où on polarise la parité et l'homosexualité, l'accueil de l'homosexualité. C'est-à-dire que l'une est utilisée stratégiquement l'une contre l'autre. Pour garder un clergé uniquement masculin, l'institution cléricale masculine est prête à faire des concessions sur la diversité sexuelle, même si elle ne soutient pas le mariage gay, même si elle ne le dira jamais ouvertement, en donnant des signes en interne d'homosensibilité, d'homophilie, mais elle veut garder cet entre-soi masculin et clérical. Donc là, c'est quand même assez terrible ce qui est en train de se produire. Alors que l'Église, la communion anglicane arrive plus, je trouve, je ne sais pas si c'est un modèle, parce que bon, c'est notre société, c'est notre culture, c'est notre histoire, c'est d'autres référentiels théologiques, arrive plus à faire avancer de pair la cause des femmes et la cause des homosexuels. Et ce qui est très bizarre dans l'Église catholique, c'est qu'on a un peu une opposition de l'un à l'autre. Donc oui, je suis d'accord. En termes de discours, il n'y a pas eu d'évolution, mais bien pire, là, c'est qu'en termes de pratique, j'ai l'impression qu'on a vraiment un bouger stratégique de l'institution catholique
qui est assez terrible. C'est-à-dire que cette institution préfère préserver coûte que coûte le sacerdoce masculin, plutôt, quitte à faire des concessions sur une certaine homosexualité structurelle, plutôt que d'accepter la parité dans le ministère. Voilà. Oh, désolé, j'ai achevé tout le monde. Non. J'ai l'impression que pour cette question-là, sur le basculement, c'est très intéressant, mais je crois que l'Église, elle a plus peur du sacré qui est mis en cause dans les questions des sacrements et pour les prêtres, que dans la question de l'homosexualité, ils ont beaucoup moins d'arguments sur le sacré dans l'homosexualité, et c'est plus humain, et Dieu peut pardonner. Donc Peut-être. voilà. Ah oui, c'est vraiment Ils ça. sont restés dans ce discours, et si bien que finalement, d'un côté, ils sont coincés sur un plan peut-être théologique pour le sacré, les sacrements, etc. Et de l'autre côté, Dieu pardonne. Alors, on peut toujours laisser dire que c'est un péché, et finalement, ou pas très un péché, c'est pas tout à fait exprès, mais voilà. C'est peut-être ça qui fait qu'il y a. Et puis peut-être que maintenant, les femmes n'ont plus envie tellement d'avoir un ministère sacré comme on le concevait aussi. Peut-être, même si, je rebondis tout de suite, si on analyse de près, mais vous devez en être plus consciente et conscient que moi, que euh, la cause du sacerdoce féminin qu'on aurait pu croire se démonétiser au fur et à mesure que Rome ferme les portes, on la voit quand même se maintenir. C'est étonnant, même les jeunes femmes de Magdala, il y en Oui, a encore qui sont oui, sur oui, cette cause. C'est pas un jugement de valeur hein, que je fais là. oui. Hein. Oui, Je mais il faut qu'il y tiens. ait des gens qui fassent à la proue, hein, ça c'est sûr. Il faut qu'il y ait des gens qui. Moi, je pense, je pensais que tout simplement dans nos sérails, dans nos milieux, on était plutôt sur une réforme des ministères global que sur l'accès du ministère tel qu'il est conçu aux femmes. Mais je vois que cette cause ne se démonétise pas totalement. Je ne parle pas pour toutes les jeunes femmes, mais ça me marque quand même. Comme quoi. Comme quoi ce Les, sacerdoce fondé sur une idée du sacré, sur le performatif que lui donne l'histoire, les symboles et tout ça, garde sa capacité d'inspiration sur les jeunes générations. Et je dis ça sans vouloir faire aucun jugement de valeur sur les femmes qui veulent être prêtres, parce que je voudrais pas que mon discours devienne oh. misogyne. Les deux ne sont pas incompatibles. C'est-à-dire qu'à la fois les femmes veulent accéder au ministère, mais à des ministères profondément renouvelés. Et ça, c'est la Et motion de non, synthèse. non pas Oui, je suis d'accord. reproduire un cléricalisme qui d'ailleurs n'est pas l'apanage des prêtres. Mais enfin, dans le sacerdoce, reproduire un cléricalisme qui... Avec le sacré et les défauts du Voilà. sacré. Ouais. Je crois que c'est pas incompatible. C'est pas Oui, puis incompatible. faut un accès paritaire au symbolique Oui, c'est ça. et à l'historique. Oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et cela dit, c'est très intéressant ce que tu dis sur le sacré, parce que je pense que dans l'esprit de ces hommes, les femmes, c'est le contraire du sacré. Donc un homme homosexuel, je parle d'ailleurs des homosexuels masculins, hein, Oui, pas oui, des, clairement, oui, 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 clairement, oui. il peut encore accéder au sacré, c'est un homme. Bon, les femmes, il y a une espèce de rejet hein, qui parfois est physique, puisque il y a le problème, par exemple, des femmes, des filles servantes d'assemblée qui ne peuvent pas accéder au cœur, c'est-à-dire la partie qui matérialise, qui ne devrait pas hein, dans le christianisme, qui à mon avis est une religion de la sortie du sacré. Mais enfin, ça, ce n'est pas du tout l'idée de l'institution. Je crois que cette à l'écart du sacré, elle est... parce qu'en même temps, je pense que dans leur esprit, les femmes, c'est la nature, une nature que à la fois ils sacralisent, mais en même temps dont ils ont très peur et qui leur paraît, voilà, le Oui, le lieu de contraire. la démesure, oui, le lieu du sauvage. Ouais. En fait, Pardon, du sauvage. dans, dans ce livre-là, là, qu'a cité Patrice, Dieu, là, c'était un colloque qui Hum, avait été fait à l'université de Genève par un collectif.
de jeunes femmes qui étaient assez super, oh my goddess. Bon, après, elles ont toutes fait leur route. Euh, J'avais fait un papier. Alors après, moi, j'arrive pas à trancher. Oui, je suis pas rentré dans ce débat, mais c'est un vaste et long débat pour lequel est-ce que c'est une question de conjoncture ou de structure? Alors, parce que si vous voulez, dans la littérature, mais que dans vos travaux, vous devez rencontrer, soit il y a ceux qui disent de toute éternité, structurellement, l'Église, pour des tas de raisons historiques, ses héritages hellénistiques, ses héritages patristiques, ses héritages scolastiques, ses héritages bibliques, est coincé dans sa vision des femmes et de la sexualité. Donc ceux qui se réfèrent vraiment à du temps long, des structures profondes, des archaïsmes hérités, des choses tout ça. Et puis tous ceux qui sont plutôt sur des analyses, c'est pas une question de structure, c'est une question de conjoncture. Depuis que la démocratie, le libéralisme a surgi au sein de nos sociétés, l'Église se replie et puis joue un peu en réaction, donc une sorte de vision un peu contracyclique. Donc depuis que le 19e siècle, la cause de l'égalité citoyenne se développe, il y a une sorte d'antidote qui s'autogénère dans l'Église pour refuser la modernité, que ce soit d'abord la modernité civique, puis après la modernité sur le plan de l'égalité de genre et l'égalité sexuelle. Et donc, on aurait une sorte de double vision. Mais moi, dans des grands systèmes, j'ai eu toujours beaucoup de mal à trancher, à expliquer. Et je pense qu'il y a quand même une part que les sciences sociales n'arrivent pas totalement à expliquer. Mais en tout cas, j'ai l'impression que pour notre plus grand malheur, il y a une partie du clergé qui en vient à penser que la quintessence du catholicisme, c'est pas tant de sauvegarder ou l'évangile ou même une vision patrimoniale de ce qu'a été la religion à la grande époque, mais pour une partie du clergé, le plus important, c'est de garder le clergé. C'est ça le malheur, la tragédie du catholicisme, c'est qu'est-ce qui reste du catholicisme au bout du bout? C'est des prêtres, j'ai l'impression, pour un certain nombre non négligeable de prêtres eux-mêmes. C'est qu'ils veulent pas tant sauver des patrimoines, des traditions plus larges, qui incluent des laïcs. Pour beaucoup de prêtres, ce qui est important, c'est de sauver la prêtrise, le sacerdoce. Et ça, c'est assez terrible, ce sort de corps autogénéré de génération en génération qui ne veut pas s'éteindre et qui pense que sa mission, c'est de continuer à s'autogénérer sans la famille. Et s'autogénérer sans la famille, ben, c'est en effet s'autogénérer uniquement par une agrégation de nouveaux membres masculins. Et donc, du coup, un bout, et même, je sais pas si c'est de l'ordre du conscient ou de l'inconscient, mais pour un nombre important de prêtres, le plus important, c'est peut-être pas tant d'avoir des baptisés que d'avoir des prêtres. Voilà. Mais je suis peut-être un peu provocateur en disant ça. Ben. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que tu es en train de décrire le cléricalisme. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, Je pense que c'est ce que tu viens de décrire porte nom. Moi, je voudrais revenir justement sur l'analyse que tu fais que, au fond, l'homosexualité masculine, parce que je pense on qu'il est faut quand même d'accord. bien le préciser, l'homosexualité masculine enfin, être tolérée dans l'Église parce que la domination masculine subsiste. Et dans Hmm. les mouvements féministes, je dirais hors Église, c'est un sujet de réflexion et d'étude. Parce que, et il y a des femmes lesbiennes qui se revendiquent d'emblée, comment dire, femmes d'abord. Et non pas, et c'est pour ça que dans les petits commentaires, mais j'étais pas, je prends la parole puisque je vois, je l'avais mis dans le chat, l'intersectionnalité des luttes affaiblit le combat des femmes. Et donc, et c'est une analyse qui se fait que j'ai entendue en allant dans d'autres hors Église, hein. Et je pense qu'effectivement, c'est... Donc ça veut dire que la lutte continue pour les femmes, quoi. C'est pas Oui, réglé oui, du tout. oui, oui. Et c'est pour ça que il faut pas surinterpréter positivement ces gestes de reconnaissance symbolique de l'homosexualité.
dans le catholicisme si ils conduisent, in fine, une sorte de misogynie latente, quoi. Bah, C'est là. elle n'est pas que latente, Anthony. Ouais, mais là, tu vois, au jubilé à Rome, non, mais j'en parlais ce week-end parce que j'étais interrogé, j'étais à une soirée qu'avec des gens laïcs. Ah, c'est super ce jubilé à Rome et tout ça. Et j'étais bien en peine d'exprimer mon point de vue critique parce que, bon, je devais concéder que, certes, c'était une avancée parce qu'on n'avait jamais vu ça, là, franchir la porte, faire les pèlerinages, tout ça, que le pape, il avait accueilli James Martin. C'est vrai que c'était de l'inédit. Et il y avait des femmes quand même hein, dans ces cortèges-là, hein, même si je sais pas si c'était. Je pense que des. Moins Ouais, important. ouais, mais je disais, ouais, mais si c'est pour in fine continuer de toujours à maintenir ce boys club clérical, Mais oui, en fait, je suis pas en désaccord avec toi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, bon, je l'ai pas mis dans la réflexion. Enfin, je l'ai mis au tout début, hein, mais c'est pour ça que est quand même faut quand même interroger la place et le rôle à la fois des mouvements féminins et des congrégations religieuses féminines dans toute cette histoire. Parce que quand même, et dans le catholicisme, il n'y a pas que le clergé, il y a surtout beaucoup de religieuses. Donc, comment elles font pour survivre à tout ce système de genre différencié? Ce que je perçois des religieuses qui sont quand même beaucoup plus importantes que les prêtres, hein, démographiquement, encore aujourd'hui, c'est qu'elles se créent souvent des entre-soi féminins où elles essaient d'agir dans leurs espaces d'autonomie, mais il y en a très peu qui passent à l'étape d'au-dessus de remise en cause ou des symboles ou tout ça. Elles sont plutôt dans une autonomisation d'action stratégique mais sans forcément risquer la confrontation avec l'hyperstructure cléricale masculine, quoi. Ouais. Je voudrais, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Oui, Très bien. je voudrais souligner, j'étais frappée donc dans le début des propos d'Anthony, cette remarque qu'il a faite sur l'explosion du nombre de femmes religieuses au XIXe siècle, mais je pense qu'on ne parle absolument pas de la diminution drastique du nombre de vocations religieuses aujourd'hui. On parle de la diminution du nombre de prêtres, mais on ne parle absolument pas de ce départ des femmes. Or, il me semble qu'il pose un certain nombre de questions. Et quand on interdit aux petites filles de monter à l'hôtel, ce sont des décisions locales en contradiction totale avec la position romaine officielle, eh bien, on empêche certainement des petites filles de songer à une vocation religieuse. Enfin, je mets des guillemets à tout ça parce que un des arguments pour que réserver l'accès à l'autel des petits garçons, c'est que peut-être qu'ils pourraient devenir prêtres. Et on ne pense pas que peut-être que des femmes pourraient devenir religieuses. On ne parle absolument pas de cette diminution, euh, moi qui, je pense, devrait interroger. Elle n'interroge pas. Ce sont des femmes. Ce qui est important, ce sont les hommes. Et ça, c'est épouvantable. Je ne sais pas si vous avez, les uns ou les autres, lu la tribune de Lucetta Scarafia suite à la nomination de l'archevêque de Canterbury. Euh, j'ai trouvé que c'était un article très intéressant parce que elle souligne le parcours particulier de Sarah Mulally en disant, eh bien, ça n'est pas une théologienne, c'est, c'est une femme qui a été infirmière de haut vol, et donc elle apporte euh, un profil complètement différent au poste où elle est aujourd'hui de ce qu'on a pu connaître. Et la fin de son article porte sur les abus sexuels contre les religieuses, et elle dit, mais tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, il y a des choses qui ne pourront pas bouger. Et j'ai trouvé étonnant et en même temps intéressant qu'il y ait ces deux volets dans cette tribune, donc, qui est parue le 8 octobre dernier dans La Croix. Donc, que dire de cette diminution
de ce désintérêt devant la diminution des religieuses. Je ne sais pas si Alors, Anthony a quelque chose à dire ouais, parce là-dessus. que non, mais il y avait un article, je l'ai retrouvé en octobre 2025 quand l'annuaire pontifical est sorti. Bon, c'est toujours des chiffres qui sont à prendre avec des pincettes, hein, mais en effet, sur Terre, il y a eu moins de 10 000 religieuses, à l'exception de l'Afrique et de l'Asie, pour ce qui est des religieuses, où il y en a eu plus 46. Donc c'est vrai, hein, globalement, on arrive au plafond. Mais en Afrique et en Asie, ça a pas encore à commencer. Ça commence la décrue, pour faire ça. Donc, le schéma France du 19e siècle pouvait être encore recevable pour l'Asie et l'Afrique. C'est-à-dire que la jeune fille Oui, euh, croyante qui veut s'engager dans les œuvres, l'apostolat social, peut encore trouver comme débouché satisfaisant de devenir religieuse. Mais il est évident que dans nos sociétés ou dans les sociétés d'Amérique latine, c'est plus le cas. C'est-à-dire que les contraintes sont trop fortes et ce qui force à pas y aller est plus fort que ce qui force à y aller. Voilà. Donc sur ce point, voilà. Et il reste quand même globalement, elles sont beaucoup plus nombreuses malgré tout que les religieux eux-mêmes, hein, les religieuses oui, en sexe ratio. Donc voilà. Mais oui, oui, je suis d'accord. Il n'est pas dit le mauvais calcul de l'Église, c'est que ça va toujours se produire ainsi et que ce qu'elle pouvait faire au 19e ou au 20e siècle va se poursuivre indéfiniment. Non, non, je suis d'accord. Et en effet, oui, je ne l'ai pas évoqué, les travaux sur la violence sexuelle spécifique sur les religieuses, bah, c'est un vrai problème. Mais bon, j'ai pas mis dans ma réflexion, m'en voulez pas la violence sexuelle en général, que ce soit sur des adultes ou des mineurs, mais c'est sûr que sur toutes les questions de genre et de sexualité qu'on étudie, la question de la violence sexuelle est une variable qu'il ne faut pas négliger. Quelqu'un voudrait-elle poser une On a question? dépassé l'heure. Élise. Ah oui, Ah, Élise apparaît dans une fenêtre. oui, Eh, oui, oui, oui. oui, moi Ah, je me voilà. posais la question. J'avais lu, je sais plus trop où, dans un livre sûrement, que parfois on pouvait se poser la question d'un troisième genre clérical. En fait, que finalement dans l'Église, ouais, il y avait une forme de construction d'un genre particulier des clercs. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est pas faux. Bon, alors après, comment dire, penser l'homosexualité masculine, encore une fois, comme un troisième genre, c'est ancien. Enfin, Hmm. c'est la blague de Cambacérès quand il crée le Code civil, dans lequel il supprime justement le délit d'homosexualité. Il y a trois genres en français, hic, haec, hoc. Donc, je pense, oui, en effet, que les homosexuels masculins, parfois, ils se pensent comme un troisième genre. Alors, ça peut être vu positivement, ça peut être vu de manière ambivalente en fait. C'est vrai que c'est une masculinité alternative, dans le sens qu'elle peut être respectable, parce que parfois elle expurge des côtés un peu désagréables du patriarcat, c'est-à-dire une moindre valorisation de la violence physique, de la domination physique, une valorisation de qualités sociales qui sont plutôt vues comme construites socialement féminines, le soin des autres, l'attrait pour les choses minutieuses, le goût pour les belles choses. Donc, en un sens, c'est trouble dans le genre, c'est positif, et c'est vrai qu'on voit rarement les prêtres se battre à coups de crosse les uns sur les autres. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des rapports de domination entre eux et à l'égard des femmes. Donc, moi, je suis toujours un peu... C'est sûr que il y a un petit côté et folklorique, et sympathique, et attendrissant dans l'homophilie ancienne du sacerdoce masculin. Et après tout, c'est une contre-culture de genre comme a pu l'être une contre-culture gay. Voilà, enfin pourquoi pas. Moi, je suis très très libéral. Si c'est une expression de sa subjectivité, si c'est un lieu d'un répertoire de culture alternative, pourquoi pas. Mais il faut pas négliger que ça se fait au détriment des femmes, bon ça je pense qu'on l'a compris, parce que ça reste des boys clubs, et, et que ça a pu être des lieux de violence sexuelle.
à l'égard des jeunes et entre eux. Parce que c'est un peu ça aussi, hein. C'est parce que parfois, ça repose sur des schémas d'initiation sexuelle, des dominations, des prédations. Bah, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que il est tard, mais je suis fatigué. Mais voilà, donc je ne sais pas. Oui, oui, bah oui, on peut le conceptualiser comme ça, mais moi, je ne serais pas pour qu'on le folklorise comme quelque chose de gentil ou de. Oui, après tout. On peut vivre dans le placard de la sacristie et y être très heureux, mais en soi, en soi, est-ce que vraiment ça nous aide à construire une société moins patriarcale et plus démocratique? Voilà.